يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir, un réel plaisir de vous retrouver à nouveau ce soir pour parler d'économie russe, car il semblerait que le monde entier se soit quelque peu trompé de prévision quant à son évolution depuis le déclenchement du conflit militaire en Ukraine. En effet, à la suite de 11 trains consécutifs de sanctions occidentales, tout le monde presque s'attendait à ce que l'économie russe flanche, qu'elle soit mise à genoux, pour reprendre les propos du ministre français de l'économie Bruno Le Maire, mais mis à part quelques plumes laissées essentiellement au niveau de la valeur du rouble et du marché du travail, la Russie a fait mieux que résister aux chocs externes induits par le départ de nombreuses entreprises étrangères et s'est ouverte à de nouveaux marchés, quelquefois émergents pour la plupart. En 2023, le FMI a même prévu une hausse de 0,7% du PIB. Quelle a été la stratégie économique de la Russie durant les 2 dernières années? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Alors pour mener ce débat ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir depuis Paris le professeur Jacques Sapir. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'ES. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Depuis Marseille, nous rejoindra dans un tout petit instant Nazim Sidni, notre expert maison et enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille. Avant de lancer le débat, plantons quelque peu ses jalons en écoutant quelques extraits récents du président russe Vladimir Poutine. Il s'exprimait à l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg concernant la situation de l'économie russe. Écoutons, restez avec nous. En avril de cette année, le produit intérieur brut de la Russie a augmenté de 3,3% en termes annuels et d'ici à la fin de l'année, il augmentera d'1% de plus. Eh bien, de toute façon, selon le FMI, 0,7%, mais à mon avis, et je suis d'accord avec ceux de nos experts qui pensent que la croissance sera encore plus élevée, quelque part jusqu'à 1,5% et peut-être moins de 2%. Notre troisième principe, dont j'ai parlé il y a un an, est de s'appuyer sur l'initiative des entreprises privées. L'année dernière, il était prévu qu'en raison des sanctions, la Russie revienne à une économie fermée de groupes administrés. Mais nous, comme vous le savez, avons choisi la voie de l'élargissement de la liberté de faire des affaires. Et la pratique a montré que nous avions fait exactement ce qu'il fallait. La vie l'a prouvé. Des produits entièrement fabriqués en Russie ont été vendus sous des marques occidentales pendant un certain temps. Fondamentalement, ce sont des produits russes, mais avec des logos étrangers. Ainsi, la production de ces produits, après que les propriétaires des marques aient quitté la Russie, ne s'est pas arrêtée. Seul le logo a changé. Néanmoins, je dirais que si les fabricants étrangers veulent revenir en Russie à nouveau, venir sur notre marché, et nous entendons de plus en plus souvent ce genre de discours, nous ne fermons les portes à personne. Bien sûr, personne n'a peur de la concurrence et, comme vous le savez, c'est le moteur du progrès et du commerce. Nous créerons également les conditions nécessaires pour qu'ils travaillent en Russie. Vous venez donc d'écouter des extraits du président russe Vladimir Poutine qui s'exprimait à l'occasion du dernier forum économique de Saint-Pétersbourg. Professeur Sapir, commençons ce débat sans plus tarder avec vous. Alors, si possible, faites-nous un résumé des principaux indicateurs économiques de la Russie en 2023. Alors, oui, effectivement, le Fonds monétaire international a d'ailleurs révisé à la hausse ses prévisions. Dans les prévisions qu'il a publiées
En juillet dernier, c'est plus 0,7%, c'est 1,5%. Et par ailleurs, aujourd'hui, la Russie est sur une pente de très forte croissance. Elle aurait cru d'environ 4,9% au deuxième trimestre de 2023, ce qui fait que on est plutôt sur une pente qui devrait donner une croissance de l'ordre de 3% pour l'ensemble de l'année. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que l'on peut dire de manière générale. Après, ce qui est très frappant, c'est que cette croissance est essentiellement la croissance de l'industrie. La part manufacturière de l'industrie a augmenté de 13% au mois de juin dernier. 13% après 12,9% au mois de mai, c'est tout à fait impressionnant. Et quand on regarde les diverses branches de l'industrie, on voit bien que c'est l'ensemble de l'industrie qui avance, les industries de consommation, la production automobile, mais aussi évidemment la métallurgie, la chimie. Bon, donc ce qui veut dire que c'est toute l'industrie qui est en train d'avancer. Alors, on peut penser qu'il y a une partie de cette progression qui est liée à la fabrication des armements en liaison avec la guerre en Ukraine, mais il est tout à fait évident qu'il y a une autre partie qui est liée à la croissance de la consommation. Et de ce point de vue-là, le fait que le salaire réel ait augmenté de plus de 10% en mai et en juin dernier, c'est un signe que la consommation est en train de repartir très vite. Très bien, merci professeur. Nazim Sini, bonsoir, vous venez donc de nous rejoindre depuis Marseille. Nazim Sini, quelles sont tout simplement les principales caractéristiques de l'économie russe? Quelle est sa doctrine? Quel est son modèle? Est-elle une économie de marché ou quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses, cette économie russe méconnaissable cette année 2023? Bonsoir, oui, tout à fait. L'économie russe impressionne par sa résilience, par sa capacité aussi à s'être adaptée dans un environnement qui était censé ne pas lui être favorable. Et puis, il faut surtout dire aussi que l'économie russe a réussi parfaitement à tirer profit des sanctions qui lui ont été imposées. Et d'ailleurs, le professeur Sapir l'a rappelé, le secteur industriel, manufacturier notamment, a progressé, la consommation aussi, avec un phénomène de rattrapage sur les salaires, mais également les investissements des entreprises, puisque les banques russes ont soutenu l'effort d'investissement des entreprises privées, mais aussi nationales. Et je vais vous dire aussi clairement, j'ai l'impression que la fermeture à certains marchés a relancé, redynamisé le marché domestique russe. Il faut savoir que c'est un pays continent qui est immense, avec une assise démographique très importante, et ça a pleinement profité à la Russie. En fait, elle s'est redécouverte quelque part une sorte de microcosme économique interne qui lui a été complètement profitable. Donc, pour être un peu plus précis, vous savez, l'économie russe d'abord est pleinement inscrite dans l'économie de marché. C'est une économie qui, depuis l'effondrement de l'URSS, s'est tournée vers l'économie internationale et notamment la mondialisation. Elle a su tisser des partenariats très fructueux avec l'un de ses principaux voisins qui est la Chine, mais aussi grâce ou à cause des sanctions, selon du point de vue duquel on se place, elle a réussi à relancer des partenariats assez importants et stratégiques, notamment avec l'Inde, avec la Turquie, mais aussi, on le voit depuis peu, son implantation en Afrique, puisqu'elle veut faire de l'Afrique quelque part son nouvel débouché à l'export, et notamment avec les accords qui ont été signés avec l'Algérie, des accords très importants dans l'échange de la coopération militaire. Au mois de juin dernier, oui. Tout à fait, et la visite du président de la République durant ces dernières semaines, où on a vu une escale à Moscou et puis après en Chine. Donc tout cela démontre l'ambition de la Russie à ne pas se laisser abattre par les sanctions, et c'est tout à fait remarquable de par sa capacité, je vous ai dit, en fait, elle a une forme d'agilité et de souplesse qui est complètement impressionnante. D'ailleurs, je partage l'avis du professeur Sapir, mais son principal avantage, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a un dynamisme de son tissu industriel, un marché local qui est très dynamique, une consommation qui a été complètement relancée. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le retrait de certaines marques étrangères ou certaines entreprises étrangères, c'est des concurrents en moins pour les entreprises russes. Et donc, ce qui fait que vous avez tout un tissu et un écosystème industriel qui a été complètement relancé. Très bien, Nazim Sini. Professeur Sapir, selon votre
Étude sur les perspectives de l'économie russe en 2023, au premier trimestre 2023 plus précisément. Une étude que j'ai sous les yeux. Les résultats de janvier à mars 2023 signalent une nette accélération de l'activité économique en Russie, ce qui laisse présager, vous l'avez rappelé, d'une croissance de l'ordre de 3% de glissement au deuxième trimestre. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ces chiffres et nous expliquer comment on en est arrivé à de tels chiffres au demeurant impressionnants? Oui, tout à fait. Alors, comme on l'a dit, nous avons une accélération de la croissance au deuxième trimestre, en particulier dans l'industrie, mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs. La construction a augmenté de 9%, l'agriculture qui se porte bien et qui n'a pas souffert de la crise des sanctions a augmenté de 2,6%. Donc on a un espèce d'ensemble global qui avance et qui avance très vite. Le deuxième point important, c'est qu'il y a une augmentation de l'emploi. Et ça, c'est un phénomène qui est très important. En fait, depuis février 2022, jusqu'à juin 2023, il y a eu pratiquement 1,9 million de Russes qui sont rentrés sur le marché du travail. Et ça, c'est très important, parce que, si vous voulez, quand une économie se développe, eh bien évidemment, elle crée de l'emploi, elle doit employer des gens. Donc ça, si vous voulez, c'est le constat qu'on peut faire. Alors après, les raisons de cette réaction, eh bien, ça a été très bien dit par le professeur Sini. La première raison, c'est effectivement la réaction même des entreprises russes, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Il y a eu une espèce de dynamisme. Peut-on parler de patriotisme, tout simplement, professeur? Tout à fait. Puis un dynamisme entrepreneurial qui a été extrêmement important. Alors, il y a eu aussi des aides publiques qui ont été importantes, il ne faut pas non plus l'oublier. Et puis, il y a aussi un programme, si vous voulez, de substitution aux importations qui n'a pas été très visible à la fin de 2022, mais qui, depuis le début de 2023, est en train de prendre de l'importance. Et alors, c'est particulièrement vrai dans les industries de consommation qui actuellement sont en train de décoller. Alors, on a des taux qui sont tout à fait stupéfiants dans certaines branches. La construction de meubles, vous savez, avant il y avait Ikea en Russie. Bon, Ikea est parti. La construction de meubles augmente de 140%. C'est la même chose, si vous voulez. Donc, c'est des parts de marché qui ont été récupérées par les entreprises russes, tout simplement. Il y a des parts de marché. Bon, l'industrie automobile repart, et alors elle repart en lien avec la Chine. Aujourd'hui, ce sont les entreprises chinoises qui sont venues remplacer les entreprises occidentales, Renault, Volkswagen, Mercedes, qui ont quitté la Russie. Ce sont les entreprises chinoises qui sont rentrées sur le marché russe, et elles ne sont pas simplement rentrées en exportant des voitures en Russie, elles font construire, elles ont passé des accords avec les constructeurs russes, et ces constructeurs russes aujourd'hui construisent des modèles chinois qui sont en train de devenir de plus en plus importants sur le marché automobile. Bref, on a une situation où l'économie de la Russie, après avoir connu une année 2022 où effectivement elle a reculé de 2,1%, eh bien elle est repartie de l'avant. Et si vous voulez, si cette espèce de tendance que l'on peut constater sur le deuxième trimestre 2023 se maintient pour le troisième et le quatrième trimestre 2023, eh bien on aura une croissance qui aura largement effacé la récession de l'année dernière. Très bien, professeur Nazim Sini. Alors, le professeur Sapir parle également d'incertitudes dans son étude. L'une de ces incertitudes restait tout de même la volatilité du rouble. Cette semaine, la Banque centrale russe, cela ne vous aura pas échappé, a relevé son taux d'intérêt à 12%, ce qui a eu pour effet de stabiliser immédiatement le niveau de la monnaie locale. L'on a quand même l'impression que les Russes ont réponse à tout en matière économique depuis qu'ils sont acculés. Nazim Sini, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis à vous. Alors, je répète ma question. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien.
Est-ce que vous voulez que je Oui, vous donc répète ma parlez du question? rouble par- Oui, exactement. Non, voilà, donc en fait, vous avez parfaitement raison de soulever ce point. Effectivement, le rouble est à son plus bas niveau depuis 13 mois, si on le compare au dollar. Et effectivement, vous avez raison, on a l'impression que la Banque centrale russe a réponse à tout. Mais il faut nuancer quelque part ces éléments, dans le sens où, vous savez, aujourd'hui, le rouble et la monnaie, globalement, est la courroie de transmission de l'économie russe. Et ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, il faut absolument stabiliser la monnaie parce qu'une chute brutale du rouble risque d'avoir un impact très fort sur l'un des principaux moteurs de l'économie russe. On vient de le dire sur le plateau, c'est la consommation. Et surtout, déjà que les importations souffrent énormément des sanctions qui ont été appliquées à la Russie, il ne faudrait pas surenchérir encore plus la facture et creuser les déficits de la balance commerciale. Donc, Parce que ça peut avoir un effet boomerang, tout simplement, Nazim Sini? Tout à fait, un effet boomerang et puis une sorte de cercle vicieux où on entraînerait une chute de la monnaie avec un surenchérissement des importations et par ricochet une augmentation de l'inflation qui quand même a été assez importante en Russie, hein, même si les autorités financières russes tentent de la juguler du mieux qu'ils peuvent. Vous pouvez même, si on demande l'avis de la population russe, ils vous diront tous et toutes sans sourciller qu'il y a vraiment des difficultés au niveau de l'inflation. Mais c'est un phénomène mondial, hein, ce n'est pas spécifique à la Russie. Je pense que le monde entier a été impacté par l'inflation. Mais aujourd'hui, effectivement, la bataille sur le rouble est menée de manière très acharnée par la Banque centrale parce qu'ils savent que c'est un des derniers jalons qui permet encore de maintenir la résilience de l'économie russe. Donc c'est pour ça que je trouve que la réaction de la Banque centrale a été immédiate, elle a été ferme, elle a été pertinente aussi, en réponse à un contre-choc qui allait malmener la monnaie. Donc il y a une politique monétaire qui est extrêmement intéressante, mais je pense qu'il faut être très vigilant dans les prochains mois parce que, je vous ai dit encore une fois, l'une des courroies de transmission de l'économie, c'est le rouble, et il ne faut surtout pas qu'il s'effondre davantage. Très bien, Nazim Sini. Je reviens vers vous encore une fois, professeur Sapir. Nous l'avions dit, alors le FMI prévoit une hausse de 0,7% du PIB en 2023 contre 0,8% pour l'Union européenne et 1,6% pour les USA. Alors selon les experts, le pays a fortement rehaussé ses dépenses publiques. Vous l'avez également signalé, terminant avec l'année 2022 avec un déficit de 2,2% du PIB, malgré d'importantes rentrées fiscales liées à ces ventes d'hydrocarbures. Que s'est-il passé? Pourquoi l'économie russe, malgré tout cela, n'est pas à genoux comme le prévoyaient certains? Alors, il faut faire attention là-dessus. La Russie est toujours en excédent commercial. Certes, cet excédent commercial s'est réduit, et il s'est réduit essentiellement parce que les importations ont réaugmenté après le deuxième trimestre 2022, où là, sous le choc des sanctions, elles avaient régressé de manière importante. Donc aujourd'hui, la Russie est toujours en excédent commercial, mais, et ça c'est un point important, elle ne commerce plus dans les mêmes monnaies qu'avant-guerre. Avant-guerre, l'essentiel du commerce de la Russie se faisait soit en dollars, soit en euros. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est d'une part la montée très forte du yuan chinois, qui représente aujourd'hui plus de 30% des transactions extérieures de la Russie, alors qu'il ne représentait que 5% avant-guerre. Donc, si vous voulez, on passait de 5 à 30%, c'est tout à fait énorme. Mais surtout, la Russie commerce dans d'autres monnaies. Alors, elle commerce en roubles. Elle a imposé, par exemple, que toute une partie de son commerce se fasse en roubles et ne passe plus par le dollar. Mais elle commerce aussi avec des monnaies neutres. Par exemple, la roupie indienne. Elle utilise aussi la monnaie de l'Arabie saoudite. Et donc, le poids général du dollar et de l'euro est tombé à, grosso modo, 34% des transactions extérieures russes. Si on regarde les hydrocarbures, c'est un petit peu plus élevé, c'est autour de 40%. Alors, je pense que là, il y a une des raisons de la baisse du rouble que l'on a connue ces dernières semaines et qui a été stoppée par l'action de la Banque centrale, c'était le fait que la paire rouble-dollar n'était plus adossée sur un marché
aussi important que celui qui existait avant-guerre. Si vous voulez, grosso modo, avant-guerre, le dollar représentait à peu près 60% des transactions extérieures de la Russie. Aujourd'hui, le dollar doit représenter autour de 20-22% des transactions extérieures. Si on prend le pétrole, c'est probablement plus, il doit représenter là autour de 30-32%, mais c'est bien moins qu'avant-guerre. Et donc ça veut dire que on est sur un marché qui s'est largement comprimé, qui s'est rétracté, oui, et qui est devenu beaucoup plus spéculatif à cause de ça. Et ça, c'est un problème que la Banque centrale doit gérer, et on voit d'ailleurs très bien qu'elle le gère de manière un petit peu différenciée. Elle a une politique un petit peu différente sur le dollar, sur le taux de change avec le dollar ou avec l'euro, qu'elle a une politique avec le yuan. Dernier point. Quand on parle de taux de change, il faut faire très attention. Il y a le taux de change nominal, le taux de change de marché, et puis il y a le taux de change réel, qui tient compte du fait que l'inflation russe a été plus importante, par exemple, que l'inflation en Chine ou que l'inflation aux États-Unis. Et donc, si on corrige le taux de change nominal par la différence des inflations entre la Russie et la Chine ou la Russie et les États-Unis, eh bien on voit qu'en réalité, le taux de change est au même niveau par rapport au yuan, il est au même niveau de ce qu'il était avant le début de la guerre, il y a maintenant 16 mois, et que par rapport au dollar, le taux de change n'a baissé que de 8 à 9%. Donc, c'est aussi un point extrêmement important, ce calcul en taux de change réel. Mais il y a un point qui est tout à fait évident, c'est que effectivement, que ce soit pour les importations de produits industriels ou pour les importations de biens de consommation, oui, la question du taux de change est importante. De ce point de vue-là, le professeur Sini avait entièrement raison. Simplement, aujourd'hui, c'est plutôt le taux de change avec le yuan qui va devenir, je dirais, le taux de change central pour l'économie russe, et beaucoup moins le taux de change avec le dollar. Très bien, merci pour tous ces détails techniques, professeur Nazim Sini. Alors, avant le début du conflit en Ukraine, 2405 filiales appartenant à 1404 entreprises de l'Union européenne et des pays du G7 étaient actives en Russie, selon les données de l'IMD Lausanne. Alors, pas moins de 120 entreprises étrangères avaient quitté la Russie au mois de novembre 2022, parfois sous contrainte politique, mais selon une étude suisse publiée en janvier, ce nombre ne représente que 8,5% des entreprises de l'UE et du G7. Nazim Sini, comment expliquer ces réticences au demeurant ? Tout simplement parce que toute entreprise, dans son élan de recherche de profitabilité et de gain, tout simplement, n'est pas en mesure de quitter un marché aussi important qu'est la Russie. Donc je peux comprendre les réticences des entreprises qui ont du mal à quitter un pays qui parfois, pour certaines d'entre elles, représente pratiquement un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Et bien au contraire, moi je suis ravi de voir que certaines entreprises font de la résistance à des pressions politiques et parfois limite dogmatiques, parce qu'en soi, je ne vois pas pourquoi on mêlerait l'économie à un conflit politique, voire même à un conflit même militaire qui oppose deux nations. Vous le savez bien, Nazim Sini, l'un ne va ou rarement sans l'autre, malheureusement. Oui, tout à fait. Malheureusement, vous avez complètement raison, mais je trouve que là, encore une fois, il y a comme une sorte de dichotomie ou de schizophrénie de la part de l'Union européenne ou plus globalement du bloc occidental. Parce que je peux vous assurer que la plupart des grandes entreprises continuent en catimini à faire du business avec la Russie, parfois sous des appellations hasardeuses ou des appellations russes via des filiales. Mais en tout cas, je peux vous dire que le cordon c'est complètement faux, du moins en façade. Mais aujourd'hui, effectivement, le marché russe est un marché extrêmement important, c'est un marché dynamique avec une population jeune, avec aussi un pouvoir d'achat dans certaines régions, je pense à Saint-Pétersbourg, à Moscou, qui représentent des régions économiques très riches. Et donc, c'est tout à fait normal pour des entreprises qui ont aussi investi des équipes, du temps, de l'argent et aussi qui sont implantées parfois depuis 20 ou 30 ans dans le pays.
c'est quand même difficile pour elles de pouvoir tout plaquer et de rentrer dans leur pays d'origine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose. Au contraire, ça montre aussi que certaines entreprises sont dans une forme de non-ingérence où elles ne prennent pas parti dans ce conflit. Et encore une fois, c'est bon pour l'économie russe, c'est bon pour ces entreprises. Et vous verrez qu'à terme, puisqu'on sait que tout conflit a une fin, nous espérons juste une fin heureuse, ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, vous verrez que celles qui ont su résister, qui sont restées sur le marché russe, vont récupérer des parts de marché conséquentes et seront récompensées. Très bien, Nazim Sini. Jacques Sapir, alors on a beaucoup parlé justement de ces entreprises ou de ces capitaux qui ont déserté la Russie, mais à contrario, on n'a pas parlé des capitaux russes également, des fortunes parfois qui ont à leur tour déserté l'Union européenne, également sous contrainte. Et là aussi, ça n'a pas apporté préjudice à la Russie, mais plutôt aux pays européens qui les accueillaient, la France par exemple. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, il faut quand même faire la distinction entre, je dirais, des capitaux qui sont des capitaux de loisirs. Si vous voulez, bon, il était bien connu que Oui. sur la côte d'Azur, il y avait plusieurs centaines d'oligarques russes et leurs familles, leurs amis, bon, qui dépensaient énormément d'argent. Bon, Et qui investissent dans l'immobilier, dans l'hôtellerie voilà, parfois. bien sûr, dans Oui. l'immobilier, dans l'hôtellerie. Bon, mais ça, je dirais, c'est pas ça qui est important. Oui. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le fait que les entreprises privées russes qui intervenaient dans l'Union européenne ont tendu à sortir de l'Union européenne. Alors bon, c'est le cas, même si c'est pas une entreprise qui est entièrement privée, puisque elle a une très grosse part d'État. Gazprom. C'est le cas pour Gazprom en Allemagne, c'est le cas pour des filiales de Rosneft, bon, etc. Mais surtout, on voit qu'aujourd'hui, il y a des investissements russes qui se font hors d'Europe, Oui. alors qui se font en Égypte, qui se font en Inde en particulier, qui se font en Indonésie, qui se font en Malaisie. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de manière extrêmement importante dans les années qui viennent, parce que ça veut dire que le tissu industriel russe est en train de se reconnecter avec un tissu industriel non européen, Eurasiatique. non occidental. Tout à fait, asiatique, et ça va être quelque chose d'important. Un des accords qui ont été annoncés lors du forum de Saint-Pétersbourg de juin dernier, c'est le fait que c'est la Russie qui va moderniser l'ensemble des chemins de fer de l'Égypte. Bon, Oui. Un pays comme la France, qui a quand même une grande expérience en Tradition en matière de chemin de fer, oui. Une vraie tradition, aurait pu espérer avoir ce marché. Oui. Et on voit bien que c'est la Russie qui l'a eu. Donc oui, ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et je pense que d'ici quelques années, on verra que sur les marchés qui seront les marchés de grande expansion dans les années futures, que ce soit le marché indien, le marché indonésien, le marché malais, voire le marché thaïlandais, eh bien des entreprises russes vont prendre des positions extrêmement importantes et qui donneront évidemment un poids supplémentaire à l'économie russe dans ces zones à très forte croissance. Très bien, merci pour ces explications, professeur Sapir. Nazim Sini, d'autre part, lorsque vous faites face à 11 trains de sanctions consécutifs et que vous tenez bon, est-ce que cela signifie que votre économie a la capacité tout simplement de se réinventer, de se régénérer, mais également de s'adapter aux chocs exogènes et aux changements induits par les chocs géopolitiques? Oui, totalement. Et puis c'est une véritable claque que donnent les Russes au bloc occidental. Sachant que c'est un pays, vous savez, la Russie, quand on s'attaque à un pays aussi énorme, ce n'est pas sans conséquence. Je veux dire, aujourd'hui, la Russie, dans sa composition et aussi dans le poids qu'elle a dans l'économie mondiale, est un pays incontournable. Ce n'est pas la même chose quand vous sanctionnez la Russie que si vous sanctionnez Cuba ou la Corée du Nord, qui ont un impact sur l'économie mondiale qui est dérisoire. Oui. Aujourd'hui, la Russie est tout simplement incontournable sur la scène internationale, de par son poids énergétique, de par son poids industriel, de par son poids aussi militaire. Oui. Et aussi des alliances stratégiques qu'elle a avec le reste du monde. En fait, ça démontre bien qu'il n'a plus besoin quelque part de l'Occident.
Aujourd'hui, la Russie est en train de retisser des partenariats, est en train de rabattre, on va dire, les nouvelles cartes du monde économique en s'implantant, par exemple, en Afrique. On en a très peu parlé, mais aujourd'hui, les Russes s'intéressent énormément au marché africain, au Moyen-Orient également, et puis le professeur Sapir l'a rappelé, dans le sous-continent asiatique. Et puis surtout, l'ingénierie russe est toujours appréciée. Le savoir-faire, la compétence russe est toujours demandée. Notamment dans certains secteurs stratégiques pour l'Afrique. Tout à fait. Oui. Exactement. Et puis aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, c'est qu'aujourd'hui, il y a le projet Luna, donc le projet spatial russe, qui a été complètement relancé, alors qu'on sait très bien que pendant des années, on a eu affaire à l'hégémonie américaine, mais aujourd'hui, les Russes se relancent à nouveau dans cette bataille qui est le spatial. Donc ça vous montre que ce pays n'a pas cessé d'innover, n'a pas cessé de vivre, bien au contraire. Ces sanctions l'ont non seulement renforcé, mais aussi lui ont, un peu comme le Sphinx, lui ont permis de revivre. Très bien, Nazim Sini. Professeur, oui, merci Nazim Sini. Professeur Sapir, alors est-ce que le secteur de l'énergie et des matières premières qui tire l'économie russe vers l'avant, et le cas échéant, est-il logique de la part de l'Union européenne tout simplement de déclarer la guerre économique à un pays qui détient toutes les cartes en main dans ce secteur, alors qu'elle-même, cette Union européenne, est en difficulté depuis 2 ans en matière d'approvisionnement, en matière d'autonomie, de sécurité énergétique? Non, effectivement, ça a été une décision irréfléchie, pour être poli. Une décision irréfléchie compte tenu de l'importance de la Russie sur le marché des matières premières. Et quand on pense aux matières premières, on ne doit pas simplement penser aux hydrocarbures. Oui. Bien sûr, les hydrocarbures sont une part importante, que ce soit le gaz ou le pétrole. Et d'ailleurs, en dépit des sanctions, l'Union européenne continue d'importer du pétrole russe, continue d'importer du gaz russe. Certes, ça passe maintenant par la Turquie. Oui. Ce gaz passe par le gazoduc Turkish Stream, mais ça continue, si vous voulez. Mais effectivement, vous avez aussi la question des engrais, des produits chimiques. Et là aussi, si vous voulez, c'est une question qui est tout à fait centrale. D'ailleurs, il y a un point intéressant. Les États-Unis ont décidé de ne pas sanctionner les producteurs d'engrais russes et donc de ne pas bloquer les importations d'engrais russes aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont très vite vu que sans ces engrais russes, eh bien, il n'y avait plus d'agriculture aux États-Unis. Donc, le poids au niveau de l'ensemble des matières premières ou des produits semi-transformés de la Russie est un poids qui est considérable, et c'est bien pour cela que les politiques de sanctions, d'abord, ont été un échec globalement, mais surtout qu'elles pénalisent d'une certaine manière peut-être plus les pays qui ont pris les sanctions qu'elles ne pénalisent la Russie. Très bien, professeur. Nazim Sini, est-ce qu'au fond, l'expérience russe en 2022-2023, l'expérience économique est la preuve même qu'un modèle économique nouveau est en train de naître, et est-ce que ce modèle économique donnerait en quelque sorte le coup de grâce à la mondialisation telle qu'on l'a toujours connue, et quel sera l'impact de ce modèle sur les théories nouvelles en matière d'économie? C'est sûr que c'est une leçon de l'histoire qui est en train de donner la Russie. Après, vous savez, je pense que le modèle dans lequel est en train de s'ériger ou qui est en train de s'ériger autour de la Russie est très spécifique à l'économie russe. Je ne suis pas sûr qu'un autre pays qui aurait eu le même train de sanctions aurait pu présenter une telle résilience. C'est pour ça que c'est très important aussi d'être vigilant et de nuancer. Alors, oui, c'est propre à l'économie russe, mais effectivement, cela démontre qu'aujourd'hui, que tout ne tourne pas autour de l'Occident et que la mondialisation qui a été dessinée et façonnée par l'Occident aujourd'hui n'est plus tenable, n'est plus ce qui permet de faire tourner le monde. Aujourd'hui, on le voit, il y a de nouvelles puissances qui émergent, il y a de nouvelles coopérations qui sont en train d'être tissées. Il y a une nouvelle façon aussi de penser, une nouvelle philosophie, un nouveau dogme économique. D'ailleurs, vous le voyez, on est en train de remettre en question le dollar, l'euro. Les BRICS, d'ailleurs, auxquels appartient la Russie, sont en train de réfléchir à mettre en place une monnaie commune
pour pouvoir complètement se désolidariser de ces monnaies. Il y a une nouvelle, j'ai l'impression qu'on rentre dans une nouvelle époque qui est en train de s'ouvrir là pour le reste du 21e siècle. Et effectivement, on va peut-être assister à une mondialisation donc plus équitable, plus inclusive, moins dans les rapports de force, parce que effectivement, même si on le voit, on a aboli la plupart des colonisations au 20e siècle, mais on a assisté quand même à une nouvelle forme d'impérialisme économique avec un capitalisme exacerbé. Et d'ailleurs, la mondialisation telle conçue par l'Occident a plus creusé les inégalités plutôt que répartir les richesses équitablement. Et je pense qu'aujourd'hui, la Russie ainsi que l'ensemble des BRICS sont en train de faire émerger une nouvelle façon de commercer avec des pays que l'on n'attendait pas, oui, et qui fait la part belle aux pays en voie de développement. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus enrichir des pays qui sont déjà... oui. Oui, Nazim Sini. Qui sont presque oui, sous overdose. Qui sont en matière de produits. Ouais. Voilà, on essaye d'aider des pays qui sont en voie de développement, je pense notamment au continent africain ou l'Amérique latine. Très bien, Nazim Sini. Professeur Sapir, Nazim Sini parle à juste titre peut-être des BRICS. Est-ce que la santé économique, entre parenthèses, de la Russie en 2023 est un atout supplémentaire pour ce groupe qui cherche à se réinventer en introduisant peut-être de nouveaux candidats qui souhaiteraient y adhérer ? Ah oui, certainement. Certainement, si vous voulez, le fait que la Russie ait traversé la période des sanctions sans subir de chocs trop violents et qu'elle reparte aujourd'hui de l'avant sur la croissance économique, c'est effectivement un atout supplémentaire pour les BRICS. Alors, il est très clair aussi que les sanctions ont provoqué une prise de conscience, que ce soit au sein des BRICS ou que ce soit dans des pays qui ont demandé leur adhésion. Il y a maintenant de très nombreux pays qui ont demandé... Une quarantaine de pays. Voilà, il y a un nombre tout à fait considérable, dont 23 ont déposé des dossiers. Oui, dans l'Algérie, pour rappel. Tout à fait, dans l'Algérie, vous avez tout à fait raison d'en parler. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un espèce de nouveau pôle du développement international qui est en train de se constituer, et ce pôle, évidemment, se pose des questions quant à l'usage de monnaies comme le dollar ou comme l'euro, compte tenu du fait que, si vous voulez, les pays occidentaux, l'Union européenne ou les États-Unis, ont pu geler les avoirs en dollars ou en euros de la Russie, alors qu'ils n'étaient même pas en guerre contre ce pays. Donc, évidemment, ça pousse toute une série de pays à faire pression d'une certaine manière sur les BRICS pour leur dire, bah, écoutez, allez-y, constituez votre monnaie, nous voulons justement utiliser votre monnaie pour développer notre commerce. Alors, très clairement, je pense que ça mettra du temps à se faire parce que on ne crée pas une monnaie sur un claquement de doigts. Et on a fait l'expérience, si vous voulez, avec l'euro, qui est d'ailleurs peut-être, je dirais, plus complexe que la monnaie, que la future monnaie des BRICS. Bah, ça a pris quand même 7 à 8 ans. On peut penser que ça pourrait prendre 3 à 4 ans pour la monnaie des BRICS, mais il y a là, effectivement, un changement de paradigme. Et de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord avec le professeur Sini. Je pense que nous allons aller vers, non pas une nouvelle mondialisation, mais disons une forme de relation économique internationale qui ne sera plus centrée sur un pays ou sur un groupe de pays, ce qui était grosso modo les pays occidentaux, mais qui sera désormais, qui pourra s'appuyer sur différents groupes de pays. D'abord, bien sûr, les pays d'Asie. Et on voit bien que ce qui fait la force des BRICS, c'est l'alliance entre la Russie, la Chine et l'Inde, mais à terme, ça peut aussi accélérer le développement de l'Amérique latine, et ça c'était un point important, mais évidemment, dans un plus long terme, ça peut accélérer le développement de l'Afrique. Donc on va être dans une situation qui sera, pour une fois, réellement multipolaire, et ça, si vous voulez, ça va poser un véritable problème aux pays occidentaux qui auront le choix en fait entre deux stratégies, soit de dire tous les pays qui ne sont pas nous sont contre nous, et donc
à ce moment-là, on verrait que les pays comme l'Union européenne, les États-Unis, peut-être le Japon, se replieraient sur eux. Oui. Et à ce moment-là, le reste du monde se développerait sans eux. Ou alors, dirait, oui, effectivement, nous prenons acte du fait que nous sommes désormais dans un monde multipolaire, mais si on prend acte qu'on est dans un monde multipolaire, alors il n'est plus possible d'avoir des politiques de force dans le domaine économique, c'est-à-dire qu'il faudra complètement repenser la question des sanctions, abolir certaines d'entre elles, et surtout dire, on n'est peut-être pas d'accord politiquement, on peut avoir des conflits politiques, mais néanmoins, nous allons continuer à commercer ensemble. Très bien, professeur, merci à vous. Merci également à Nazim Sini. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Marseille. Professeur Jacques Sapir, vous étiez quant à vous en direct avec nous depuis Paris. C'est la fin des pros de l'écho. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau thème, un nouveau sujet. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.